Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10 et ce soir Séverine Méridan parlera de VTT, d'haltérophilie, elle vous présentera bien évidemment le programme du week-end, elle aura aussi un invité tout particulier à savoir Kenny Piprol qui participait à la Transat, la Mini Transat, la Boulangère, mais pour l'instant place donc à l'actu. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Hier, Monseigneur Cabot s'est éteint à l'âge de 86 ans, une lourde perte pour la communauté catholique qui s'apprête à dire adieu à cet homme d'église. Puis nous parlerons des 10 ans de la filière neurovasculaire avec effectivement ce CHU de Guadeloupe qui s'apprête à utiliser une nouvelle technique pour lutter contre les AVC. Et en fin d'édition, nous suivrons ces étudiants étrangers qui poursuivent leur tour de la Guadeloupe et ils se sont rendus aujourd'hui sur le site de Taonaba, la maison de la mangrove aux Abîmes. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Madame Samé, qui est directrice, enfin vice-présidente de la Banque alimentaire de Guadeloupe, qui s'apprête effectivement à débuter sa grosse collecte annuelle. Et le 1er décembre, nous aurons le droit à la traditionnelle révision mensuelle du prix des produits pétroliers. Et notez que le sans-plomb augmentera de 2 centimes et vous coûtera désormais 1,49 €. Le gasoil, lui, baisse d'un petit centime et sera fixé à 1,33 €. La bouteille de gaz, elle passe de 17,65 € à 18,70 €, soit 1,05 € de plus qu'en novembre dernier. Et comme je vous le disais, la communauté catholique de Guadeloupe est en deuil. Peu avant son 87e anniversaire, l'ancien évêque de Guadeloupe s'est éteint hier. Ordonné le 9 août 1964, Ernest Cabot prendra la tête de la paroisse de Pointe-à-Pitre en 1972. Une dizaine d'années plus tard, il continuera son ascension au sein des ordres et deviendra évêque en 1983. Il prendra sa retraite en 2008 avant d'intégrer l'EHPAD du Sacré-Cœur à Basse-Terre. Un homme qui a beaucoup fait pour la communauté qui s'apprête à lui dire adieu. Le reportage d'Olivier Félix. Monseigneur Ernest Cabot est décédé ce jeudi soir, paisiblement, dans la chambre de l'EHPAD du Sacré-Cœur où il était depuis 3 ans. Et son décès, à l'âge de 87 ans, suscite une grande émotion parce qu'il a été évêque pendant nombreuses années, depuis 1984 jusqu'à 2008, il s'était retiré et il était dans une vie de prière, de rencontre, et tout le monde reconnaît l'action qu'il a menée, en particulier auprès de la jeunesse, avec le souci aussi de l'inculturation, et en pensant également aux grandes célébrations qu'il aimait présider pour les messes chrismales, pour les confirmations, pour les ordinations, l'appel qu'il lançait pour les vocations. Et ce qu'il a semé porte du fruit. Et bien qu'il ne soit plus actif, on voit comment son décès a suscité de très nombreux messages que j'ai reçus et que je partage avec tous grâce aussi à ce moyen de communication et en nous associant à la prière qui sera faite d'abord mercredi lors de la veillée, ici même à l'évêché, là où il a habité pendant de nombreuses années, et la messe de funérailles jeudi matin dans la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, là où il va reposer auprès des autres évêques. 2 évêques du 19e siècle sont enterrés dans la cathédrale, 2 évêques du 20e siècle, et notamment Monseigneur Genoux, qu'il a connu pendant son enfance, et son prédécesseur immédiat, Monseigneur Wally, et bon et fidèle serviteur, que le Seigneur l'accueille dans sa paix et dans sa lumière. J'ai travaillé avec lui, il était vicaire à Cap-Esther, moi j'étais vicaire à Trois-Rivières, on travaillait ensemble, surtout concernant les jeunes. Et là où j'ai beaucoup collaboré avec lui, c'est lorsque j'ai été vicaire épiscopal puis vicaire général. Et
Je retiens de ces 25 ans, si vous voulez, d'épiscopat, deux choses. La première, le synode qu'il a convoqué, mettre en lien prêtres et laïcs pour que l'Église soit fidèle à sa mission. Pouvoir écouter les laïcs, pouvoir conseiller les laïcs. Et cela a donné comme résultat que l'Église en Guadeloupe, eh bien, il faut tout d'abord que le Guadeloupéen soit bien en lien avec la famille, qu'il soit bien en lien dans son travail, qu'il soit bien en lien avec tout ce qui est justice, qu'il soit bien en lien dans sa foi. Et le deuxième événement que je retiens, ça a été les 150 ans du diocèse. Les évêques sont venus de France, les évêques sont venus de la Caraïbe, et chaque évêque a pu aller dans une commune, passer un temps d'écoute, de formation avec une communauté, et on s'est tous retrouvés au Vélodrome, et au Vélodrome, eh bien, on a célébré les 150 ans de l'Église qui se veut de plus en plus être en lien, en dialogue avec le peuple, son peuple. Et l'effort que Monseigneur Guy a fait aussi, c'était l'effort de l'inculturation, la mentalité, la langue créole, que tout ça pénètre la liturgie, que le chrétien puisse mieux exprimer sa foi. Retour maintenant sur le 11e congrès de l'Union des travailleurs de santé de l'UGTG qui s'est tenu aujourd'hui au CGOSH de Rivière-Sens. Un congrès lors duquel les travailleurs syndiqués ont bien évidemment procédé à l'élection du conseil et du secrétaire général. UTS-UGTG qui est également en ordre de bataille pour déchouquer le complot que, entre guillemets, ils ont monté pour chouiller nous. Dans leur collimateur, l'agence régionale de santé et sa gestion assez calamiteuse de la crise post-incendie du CHU de Pointe-à-Pitre. Le reportage. Tout signe, toute problématique à la santé qu'a posé aujourd'hui là. Et qu'on nous dit, depuis l'incendie à CHU là, le système de santé a nous complètement disloqué. Donc, quand on a dit ça tombait bien parce que nous ni un certain nombre de temps qu'elle nous décider, qu'elle nous mettre nous en jambes, qu'elle nous a goumé pour que le système en nous vienne, qui ressemble à la réalité qu'elle nous a joué dans le pays là. Et que toute problématique, tout droit à la santé là qu'elle a enlevé nous là, tout droit à la vie qu'elle a décidé de ne pas nous là, eh bien nous décidé de mettre nous au combat. Et justement, 11e congrès là, c'est ça, c'est bilan là que nous avons fait, c'est bilan nous, qu'à nous mener bien, qu'à nous ni à corriger, et qu'à arrêter nous à faire, en tout cas pour nous éviter qu'à travailler prend fait. Nous savons nous ni quasiment 4 grands chantiers à travailler. Nous ni GHT là qui a construit, nous ni à combattre ça. Nous ni l'établissement public de santé mentale là, qui trappe en activation qui n'est pas du tout légal. Donc comme nous avons fait grève là aussi, nous sommes à retravailler sur ça. Pour nous en tout cas, en prise en charge qui est correcte, tous les patients qui ont des problèmes psychiatriques. Donc là aussi, c'est un des chantiers. Nous sommes aussi à travailler sur tout ça qui est EHPAD, qui les travailleurs à domicile, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Parce que c'est un secteur où les travailleurs ont vraiment la misère, où il y a des niveaux de salaire qui sont très bas, et où aussi, quand on a dit, un lot accident de travail, notamment, qui rentré dans ce secteur-là. Donc là aussi, nous avons un travail très sérieux à faire à niveau là. Bilan, nous, là, on va nous garder, quand nous dit, bilan nous positif. Parce que justement, au niveau représentativité en nous, au niveau, que ce soit dans le public ou dans le privé, nous augmenter dans le taux de représentativité. Donc, travailler qui fait nous confiance. Là, en ce moment, nous, dans toutes les élections qui concernent les comités sociaux et économiques au niveau du secteur privé. Donc, là aussi, nous, pour l'instant, dans ça, nous attraper comme résultat score nous très, très, très favorable. Donc, ça veut dire que travailler qui fait confiance, que travail là que nous avons mené depuis 45 années, là, il y a droit de filer, parce que nous avons rappelé la population là aussi derrière nous, nous avons nous mener combat à CHU là, nous avons nous compte que les gens qui fait nous confiance. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que le bilan nous qui est positif. Et dans le même temps, la filière neurovasculaire dresse le bilan de ses 10 ans d'activité. L'occasion pour ces spécialistes des AVC de se pencher sur l'utilisation de la thrombectomie ici en Guadeloupe. Cette technique consiste à aller chercher directement le cailleux de sang qui s'est formé dans l'artère. Un procédé visiblement plus sûr que la thrombolyse actuellement pratiquée. Le reportage.
C'est très important de fêter en fait les 10 ans de la filière, de rassembler les professionnels de santé, tous ceux qui sont concernés, autant ceux qui prennent les patients en charge à l'hôpital que les médecins traitants en ville, parce que c'est important, c'est eux qui font le suivi à long terme, c'est important qu'on travaille en cohésion, de façon coordonnée. Et donc fêter les 10 ans de la filière, c'est un peu faire le bilan de l'activité, de faire le bilan de comment la filière a évolué et de voir vers quoi maintenant on va se projeter. C'est une filière qu'il faut continuellement animer, qu'il faut faire évoluer avec l'apparition des nouveaux outils, des nouvelles structures et de la recherche qui fait beaucoup de progrès actuellement sur les accidents vasculaires cérébraux. Le docteur Voiement, qui est médecin référent neurosciences à l'ARS d'Île-de-France, donc nous a aidé à mettre en place la filière neurovasculaire en 2010 et elle a déjà eu l'occasion de venir à 3 reprises pour nous aider à structurer toute cette filière qui ne cesse d'évoluer. Je pense qu'il y a énormément de travaux qui ont été faits et que la filière fonctionne déjà très bien, mais qu'on peut encore aller plus loin, en particulier avec des nouveaux traitements qui se mettent en place. Ce nouveau traitement s'appelle la thrombectomie et il consiste à aller chercher le caillot qui bouche l'artère dans le cerveau. Actuellement, ce traitement, il pouvait se faire à la Martinique, il ne faisait pas du tout en Guadeloupe et je pense qu'il y a vraiment toute une réflexion à mettre en place pour pouvoir faire ce traitement en Guadeloupe. Parce que ce traitement, il faut le faire le plus vite possible. Donc si on perd 2 ou 3 heures pour aller en Martinique, les patients garderont un handicap. La population change, donc on s'adapte à la population, on a une population qui vieillit. Il faudra qu'on s'adapte justement à cette population qui vieillit, qui fera en plus d'AVC. Donc il faut qu'on pense déjà comment on va pouvoir prendre en charge les patients âgés. On a aussi des nouvelles technologies qui nous aident beaucoup, comme la télémédecine, qui nous permettent en fait de pouvoir prendre en charge les patients à distance, même s'il n'y a pas de neurologue sur place. Donc surtout en Guadeloupe, vu qu'on est un archipel, ça nous aide beaucoup d'avoir cette technologie qui nous permet en fait de prendre en charge des patients, même s'ils ne sont pas au CHU. On peut les prendre en charge grâce à la télémédecine. Un reportage signé Maxime Morel. Et dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la ville des Abîmes organise dans très peu de temps, en ce moment même d'ailleurs, une conférence débat sur la thématique des femmes aux 1000 casquettes. Et parmi les intervenants, on compte la présence de l'ex-journaliste Audrey Pulvar, qui affiche un parcours exemplaire alors que tout était loin d'être gagné d'avance. On l'écoute, elle descendait à peine de l'avion, nous l'avons rencontrée à Pôle Caraïbes. Regardez. C'est toujours important de revenir en Martinique et en Guadeloupe. Je suis martiniquaise, personne n'est parfait, mais c'est toujours important pour moi de revenir. C'est important pour moi d'être aux côtés des femmes qui organisent cette conférence, parce qu'évidemment, ces sujets des empêchements qui sont sur la route des femmes, des violences qui sont faites aux femmes, des inégalités dans le travail, etc., elles sont beaucoup traité sur le plan national. Évidemment, ces derniers temps, vous en avez beaucoup entendu parler, mais c'est des sujets qui sont aussi extrêmement prégnants, évidemment, aux Antilles. Alors, je pense bien que les médias locaux en parlent, mais je pense que c'est bien aussi c'était ma façon de montrer que c'est un sujet qui est préoccupant, pas seulement en métropole, mais partout sur le territoire français, y compris évidemment en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane à côté. Alors en tant qu'ancienne journaliste et femme noire, c'est ce que je leur dirai ce soir, parce que moi je cumule, j'ai mis quelques cartes contre moi. J'ai eu la mauvaise idée d'être une femme noire, journaliste, et en plus qui prétend avoir des idées. Alors là, c'est encore pire, c'est vraiment qui n'est pas docile. Dans la société métropolitaine et dans les médias métropolitains, ça m'a beaucoup coûté. Je ne parle pas de dire ce que je pense, d'afficher des opinions politiques, c'est pas ça, mais simplement d'être reconnue en tant que professionnelle et d'être considérée comme professionnelle, bonne ou mauvaise, mais d'abord en tant que professionnelle avant d'être considérée comme une femme des îles, qui est censée être sympathique et tout ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup coûté. Ça se passe donc au Palais de la Culture Félix Proto aux Abîmes en ce moment même. Et de passage en Guadeloupe pour un projet d'échange Erasmus, des étudiants lituaniens, allemands et slovaques s'en donnent à cœur joie ici en Guadeloupe. Après avoir fait escale aux Saintes, visité la Grande Vigie, la Porte d'Enfer, la Côte sous le Vent et d'autres sites emblématiques, ils se sont rendus aujourd'hui à la Maison de la Mangrove aux Abîmes. Le reportage.
Nous sommes à Taonaba et nous étions juste avant à la mairie des Abîmes et à l'ancienne mairie des Abîmes pour faire visiter aux élèves de Slovaquie, Lituanie et Allemagne par rapport au projet Erasmus, la ville des Abîmes et un peu connaître l'histoire de la ville puisqu'ils sont actuellement au lycée de Membridge qui est sur le territoire de la ville des Abîmes. Donc pourquoi pas les faire visiter cette ville qui est aussi touristique. Ce projet donc, a été plébiscité par les instances européennes. Là, on reçu des félicitations. On a un prix de training qui est la communication par les réseaux informatiques. Les élèves communiquent en anglais. Donc, c'est 4 nationalités. Donc, il y a les Lituaniens, les Slovaques et les Allemands et nos élèves du lycée de Membridge. C'est très, très important parce qu'on échange au niveau de déjà l'enseignement qui n'est pas le même dans les différents pays européens. Et deuxième chose, les étudiants sont en contact direct parce qu'ils sont logés chez leurs correspondants pendant la période dans la semaine, pendant le meeting Erasmus de Guadeloupe. C'est très important justement de faire connaître notre culture. Visiblement, ils ont été au Saint et ils ont été enchantés. Aujourd'hui, ils sont dans la nature propre et je pense que ça va leur plaire. Ils vont commencer la visite et je pense que ça va leur plaire aussi à Taonaba. Ils sont enchantés par la Guadeloupe. Alors, on les a fait rêver, mais là, ils sont dans leur rêve. Et pour eux, c'est juste magique, puisqu'on a été sur différents sites de la Guadeloupe. Tous les lieux où on a visité, en fait, c'est des lieux différents. Ils ont été à la plage, ils ont découvert la Côte sous le vent, la Grande Vigie, la Porte d'Enfer, les Saintes, la Basse-Terre du côté de la Soufrière à Saint-Claude. Donc voilà, pour eux, ils sont comblés. Et actuellement, on est à la ville des Abîmes, où nous allons découvrir la maison de la mangrove, Taonaba, et on va leur faire visiter la mangrove. De futurs ambassadeurs effectivement pour notre destination Guadeloupe. Et on enchaîne avec le lancement du plan Action Jeunesse, le PAGE, fruit de 2 longues années d'analyse, d'échanges et de coproduction entre la région Guadeloupe et ses partenaires. Ce plan tourne autour de 5 axes majeurs, à savoir l'emploi, l'entrepreneuriat, l'éducation, la citoyenneté, le sport et la culture. L'objectif, lui, est clair, aider les jeunes à s'insérer, quel que soit leur statut social ou leur cursus. Le reportage. Un grand pas pour les jeunes. Déjà, il y a une belle mobilisation de tous nos partenaires, les entreprises, les institutions, les lycées. Et je tiens à féliciter effectivement tous nos partenaires. DMJ qui a fait un bon travail, Paul Napri qui était sur le terrain depuis quand même 1 an et demi passé. Et je le dis aujourd'hui, nous avons décliné certaines actions que nous allons mettre en direction des jeunes. La convention signée avec la SIG pour permettre et faciliter aux jeunes créateurs d'entreprises d'avoir un local pour pouvoir travailler. Et les autres actions, 52 autres actions que nous allons mettre en place. Ce qui est important, nous allons continuer sur cette action, continuer à accompagner les jeunes. Et là, nous allons essayer de trouver 2 dates pour lancer aussi ce plan Action Jeunesse en Grande Terre, du côté du Nord Grande Terre et aussi sur la Basse Terre. Et nous espérons le faire un samedi, car il y a encore beaucoup de choses que nous devrions décliner, faire savoir aux jeunes. Il y a beaucoup d'aides qui existent, il y a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner aujourd'hui. On les a rencontrés. Il faudrait aujourd'hui que les jeunes puissent se déplacer. Puis il n'y a pas dit, il n'y a pas fait rien pour nous. Concernant le plan Action Jeunesse, j'ai participé au comité justement de technique, donc comité de pilotage, où on a participé aux différentes actions mises en place, on a réfléchi sur les différents projets. Et c'est intéressant puisque les jeunes ont pu donner leur avis donc, à travers le réseau. Permettre au réseau de ne pas être tout seul dans son coin, mais vraiment regrouper et faire des mises en relation pour permettre aux jeunes d'avancer, à nous-mêmes d'avancer, parce que je suis jeune aussi, d'avancer et de travailler justement en commun, ne pas perdre son temps à ne rien faire en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes d'informations sur les formations et comment faire après le bac. Donc aujourd'hui, on prend en compte leurs demandes et on les invite à venir vraiment nous voir pour qu'on puisse faire un accompagnement personnalisé et pour répondre à toutes leurs questions. Et maintenant, nous allons parler solidarité et je reçois Céline Samé qui est vice-présidente de la Banque alimentaire de Guadeloupe. Bonsoir Madame Samé. Bonsoir Monsieur. La Banque alimentaire qui est en ordre de bataille avec toutes ses troupes justement pour organiser la prochaine grosse collecte de l'année, si ce n'est la plus grosse de cette année, on l'espère en tout cas. Et vous avez sorti justement ce petit spot. On regarde. D'avoir confié lors d'une collecte ? La Banque alimentaire de Guadeloupe vous en livre les détails à travers le parcours d'une boîte de conserve. À la sortie des caisses, nos bénévoles vous accueillent pour la réception de vos denrées. Ces dernières sont acheminées au dépôt où elles seront triées par type de produit.
Les besoins des bénéficiaires étant malheureusement en hausse constante, la Banque alimentaire se charge ensuite de répartir ces denrées auprès d'associations et centres d'action sociale qui aident les plus démunis. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette chaîne de solidarité, nous vous donnons rendez-vous les 29 et 30 novembre à la sortie des caisses. Donc les 29 et 30 novembre prochains, les bénévoles de la Banque alimentaire seront un petit peu disséminés à travers le département. Avant de parler justement de la collecte en elle-même, vous sentez vraiment que la pauvreté prend le pas en Guadeloupe? Ah oui, depuis plusieurs années déjà, hein, parce qu'il y a 20 ans, 25 ans, c'était pas à ce point-là. Maintenant, vous avez plus de démunis visibles, mais vous avez dans la réalité, dans le contact avec les familles, les associations qui sont en contact avec les familles touchent du doigt la réalité, et de plus en plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont pas seulement les familles en difficulté, mais il y a des personnes seules ou à deux. Je veux parler de couples d'âge, personnes retraitées, qui doivent faire appel désormais pour joindre les deux bouts. À cause de leur toute petite retraite? Tout à fait. Donc elles sont obligées de faire appel à vos services? Ah oui, donc il faut ajouter aux démunis habituels, il faut ajouter des personnes âgées en difficulté, et il faut ajouter aussi des étudiants qui sont à court de moyens souvent. Les étudiants sont en précarité? Absolument, donc nous ajoutons cela à la liste. Et est-ce qu'il y a des personnes justement actives qui travaillent, qui font également appel à vous? Beaucoup moins? Enfin, il y a aussi des personnes actives qui font appel, parce que vous n'ignorez pas que la conjoncture est ce qu'elle est, et des fois les factures sont plus nombreuses que ce qui rentre dans la maison. Donc vous avez toute catégorie de personnes, mais il faut, et c'est le travail que fait les associations, être à proximité, au contact avec le public, et elles recensent, que ce soit les CCAS, les associations ou les épiceries solidaires, elles font le travail de proximité, ce qui soulage de beaucoup la situation des familles. Alors on peut dire que la Banque alimentaire se charge principalement de la collecte. Oui. Et après, votre rôle, concrètement, c'est de redistribuer aux associations qui, elles, ont déjà leur public ciblé. Tout à fait. Chaque association a son public ciblé, qui augmente de plus en plus. C'est ce que nous étions en train de dire. Donc, toutes les associations ont des hausses? Toutes les associations ne sont pas partenaires, forcément, avec la Banque alimentaire. Mais bon nombre d'associations sont partenaires avec la Banque alimentaire. Nous avons plus d'une quinzaine. Nous avons également... Quand vous recensez pour les 15 associations avec lesquelles vous travaillez étroitement, est-ce que vous avez les mêmes remontées sur les 15 associations, c'est-à-dire une augmentation Une augmentation, c'est effectif, c'est ça. D'accord. Une augmentation. C'est pourquoi on est obligé de solliciter davantage. Nous avons non seulement les donateurs habituels, nous avons les collectes que nous faisons auprès des grandes surfaces. Nous avons également les donateurs particuliers qui donnent, mais nous sommes tenus de solliciter de nouvelles personnes, nouvelles catégories de personnes, en plus de l'aide des collectivités qui est indispensable, sans lesquelles nous ne pourrions pas fonctionner. Très bien. Alors, 29 et 30 c'est aujourd'hui et demain. Il nous reste encore demain toute la journée. Oui. Vous serez dans plusieurs points de collecte. On va de toute façon, on va montrer aux téléspectateurs une carte sur laquelle justement ils pourront voir les différents centres dans lesquels ils pourront se rendre. Mais est-ce que la générosité des Guadeloupéens, elle est en augmentation, puisque vous avez besoin de plus de dons? Est-ce que les Guadeloupéens suivent? La question, elle est délicate, mais elle est bien posée. C'est bien de la poser. Nous avons commencé il y a 22 ans avec la Banque alimentaire. Les gens ne connaissaient pas ce que c'était. On a dû faire sa place dans le territoire. Et maintenant, les gens connaissent mieux et sont accueillants par rapport aux demandes que nous faisons. Il faut cependant dire, la conjoncture ne diminue pas, ne s'améliore pas. Donc c'est difficile pour tout le monde. Si bien que comme c'est difficile pour le public,
c'est aussi difficile pour atteindre les objectifs. Mais n'empêche quand même, les gens donnent et ils donnent. Et je vous surprendrai en disant que c'est celles que vous auriez pensé qui ont le moins de possibilités et vous surprennent des fois parce qu'ils vous apportent un cabas à moitié rempli. Peut-être parce qu'eux-mêmes connaissent la difficulté. 2 sachets bien remplis et parfois on est surprise parce que, disons, bon, c'est pas péjoratif, on n'aurait pas pensé que la personne, parce qu'elle avait dit au départ, non, je ne suis pas venue pour cela ou quelque chose, et puis après, on est même cet après-midi, enfin, parmi les lieux où je suis passée dans la journée, je me rappelle particulièrement une personne qui arrivait, elle arrivait avec son cabas, était presque rempli, et elle avait quelque chose d'autre dans un autre cabas. Elle a dit, attendez, et elle a pris. Donc, je dois décemment dire que les gens restent généreux, même s'ils ont des difficultés à illustrer concrétiser leurs désirs. Mais nous avons confiance dans les gens parce que les gens vivent les situations et sont touchés par le fait qu'il y a des personnes qui prennent le temps d'aller collecter. Parce que tout le monde n'aimerait pas aller collecter, mais nous sommes convaincus de la nécessité. Et la cause, elle est bonne et nous faisons appel aux bénévoles et nous les emmenons à décider eux aussi, parce que la cause est bonne et il faut aider parce qu'on ne sait pas à quel moment on se retrouve de l'autre côté de la barrière. Et c'est bien d'agir. On est d'accord là-dessus. Et au niveau des bénévoles, ça va? Vous ne manquez pas de bras? Ah, il a toujours manqué de bras parce que même l'année dernière encore, même maintenant, on est obligé de fermer certains points qu'on avait prévus. Justement, j'aimerais bien qu'on ait la carte des points pendant qu'on est en train de discuter, comme ça, tout le monde pourra se faire une idée d'où ça se passe. Oui, alors je disais donc qu'on est obligé de fermer des points qu'on avait l'habitude d'ouvrir, on est obligé de resserrer, de diminuer, parce qu'effectivement, lorsque nous arrivons à 2-3 semaines avant la collecte, on a travaillé pendant 3 mois pour préparer. Au dernier moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas suffisamment de monde là. Il faut fermer là pour récupérer les bénévoles qui sont là. Donc c'est un vrai besoin et tout au cours de l'année, on peut contacter la banque alimentaire pour s'inscrire parce qu'on a besoin de bras. Merci beaucoup en tout cas Céline Samé d'être venue sur ce plateau ce soir et on donne rendez-vous effectivement à tous les Guadeloupéens dans les différents centres pour l'occasion, parce que bon, il y a Black Friday aujourd'hui, normalement boycott, mais comme c'est pour une cause juste, c'est pour la banque alimentaire, là vous pouvez vous faire plaisir, remplissez les caddies et aller les livrer directement à la banque alimentaire. Merci encore d'être venu sur ce plateau ce soir et pour les actions que vous menez au quotidien sur le terrain. Merci à la population pour l'accueil et le soutien. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. On se retrouve lundi à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Un bon week-end, sécurité et faites attention à vos proches. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien Sport 10 et avec Séverine Méridan, vous verrez l'actualité du week-end en termes de sport, mais elle parlera également d'haltérophilie, de VTT et elle recevra notre petit champion de nautisme, enfin très bientôt. Il s'agit de Kenny Piprol, une émission à ne pas manquer. Et avant cela, je dis bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Rodrigue Nidois, toujours connecté, c'est incroyable. Bonsoir à Sonia Sossololia, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Franck, bonsoir à qui d'autre aujourd'hui, à qui disons-nous bonsoir? À Inareva Soleil, bonsoir également à vous discutez énormément entre vous, c'est dingue. Bonsoir à tous en tout cas, on se retrouve lundi, ciao. Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Soir 10. Désolé pour ce petit retard, quelques petits soucis techniques. Et voilà, donc nous pouvons enfin débuter cette émission. Ce soir, nous parlerons d'haltérophilie, de voile et aussi de VTT. Et bien sûr, nous vous présenterons le programme du week-end. Donc ce soir en plateau, nous avons avec nous donc plusieurs invités. Kenny Piprol nous rejoindra tout à l'heure. Nous avons monsieur Justine Guy de l'association VTT d'Or. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, madame Karine Rélimien, qui est maire vous allez voir tout à l'heure, de notre autre invité sur le plateau et qui est aussi vice-présidente d'un club d'haltérophilie. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, on a monsieur Jean-Claude Collineau, qui est donc le coach du pôle haltérophilie et qui est aussi ex-CTS. Bonsoir. Oui, bonsoir. On passe de l'autre côté et nous avons donc Bertili Bernard qui est donc qui pratique de l'haltérophilie. Bonsoir. Bonsoir. Et juste à côté, on a donc Tessie Rélimien qui donc elle aussi pratique de l'haltérophilie. Bonsoir. Bonsoir. Avant donc de pouvoir s'entretenir avec l'ensemble de nos invités, nous faisons un point sur le basket. Il y avait donc 2 matchs en retard sur donc cette semaine, mardi et mercredi. Mardi, il y avait donc le duel entre les 2 premiers du championnat, l'EDO et l'AOG, qui s'affrontaient donc à Pointe-Noire pour savoir qui resterait donc invaincu dans ce championnat. Et c'est l'Étoile de l'Ouest qui est reparti avec la victoire, puisqu'ils se sont imposés chez eux 75-63. Mercredi, c'était donc l'ACD qui accueillait le Bonello pour rattraper la 6e journée. Et les Bonellotistes se sont imposés, toujours sur leur lancée de la coupe, où ils avaient donc, on vous rappelle, remporté la victoire face à l'AS Seto. Ils sont donc repartis avec la victoire 78-60. On voit donc le tableau de cette journée de basket qui débute dès ce soir chez les femmes, puisque la Luciole reçoit la MJCA à 20h30 à Pointe-Noire. Demain, la SCB reçoit le BMBC à 20h à Saint-Claude. Et puis le New Star recevra dimanche à 17h le GGB. Chez les hommes, à 20h samedi, EDO Bonello, une très très belle affiche bien sûr après le match difficile de l'EDO en milieu de semaine. On verra justement ces 2 équipes, comment elles se débrouillent l'une face à l'autre. En tout cas, ce sera l'affiche de cette 7e journée de championnat de basket. Ensuite, le Signe Noir recevra l'AS Vatable à Baïf. Le New Star sera opposé à l'AOG à Pointe-à-Pitre. L'USR à Sainte-Rose face à l'ACD. Et les rencontres donc sont donc samedi 30 à 20h. Et dimanche 1er, il y aura une rencontre unique à 17h30. C'est la MJCA qui affrontera le Phoenix à Petit Canal. On va tout de suite passer à notre grand sujet du soir, l'haltérophilie. Et donc pour ça, avant de recevoir mes invités, je vous propose justement de découvrir un petit peu plus cette activité. Nous avons un pôle d'haltérophilie qui concerne 5 jeunes, parce que les pôles, c'est des pôles qui concernent jusqu'aux juniors, c'est-à-dire on a des cadets et des juniors. Donc ces jeunes-là, ils sont aussi à l'école, certains sont à l'école au sein du CREPS, et donc on les prépare avec un double projet pour l'école et puis le haut niveau. Alors ce soir-là, dans la salle, il y a un petit peu tout, et on a des gens déjà d'un certain niveau, d'autres qui sont du niveau national, donc qui sont champions de France. Là, on a toute une panoplie d'athlètes, on a de tout niveau, que ce soit de catégorie d'âge, de catégorie de poids ou de sexe. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, je ressors des championnats d'Europe il y a quelques jours. J'ai fini 13e avec on va dire, une petite blessure qui a fait que je n'ai pas pu performer comme je voulais. Mais sinon, ça se passe bien. Moi, mon objectif à long terme, c'est d'être au JO 2024. Et pour l'instant, on va dire qu'en termes de saison, préparer le championnat de France et puis les championnats du monde et les championnats d'Europe, c'est possible. C'est un beau sport. On peut croire que c'est vraiment physique, mais en fait, je trouve personnellement que c'est plus mental que physique. Il faut avoir du mental. C'est un bon sport qui, à ce qui paraît, en fait, il y a beaucoup de préjugés sur le fait que, on va dire, on garde une taille moyenne, voire petite. Mais comme on peut le voir, moi je suis très grand de taille. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, donc ceux qui veulent
Pratiquer, il n'y a pas de souci. Moi, j'invite tous les jeunes. Le but pour nous, c'est la promotion de l'haltérophilie en Guadeloupe en particulier, parce que moi, je suis un ex-CTN d'haltérophilie, je faisais partie de Jeunesse et Sport. Depuis quelques mois, je suis en retraite et je continue l'activité, mais en tant que bénévole. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus, mais on en découvrira encore un peu plus avec nos invités sur le plateau. Rebonsoir, Monsieur Colino, on vous a vu donc dans le reportage. Justement, vous qui souhaitez développer l'haltérophilie en Guadeloupe, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Comment les jeunes répondent justement à cette sollicitation ou comment ils voient cette discipline? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'haltérophilie en Guadeloupe a commencé en 2007 avec ma nomination en Guadeloupe. Donc il y a une ligue qui était multisport, parce que notre ligue était culturiste, haltérophile. Il n'y avait pas d'haltérophilie, mais on faisait partie d'une fédération multisport avec 3 sports, c'est-à-dire l'haltérophilie, le culturisme et la force athlétique. Donc j'ai été muté en Guadeloupe pour développer l'haltérophilie à partir de 2007. Alors ça a été assez compliqué parce que bon, c'est un sport qui n'était pas pratiqué du tout en Guadeloupe ou aux Antilles, en Martinique, voire Guyane. Et mon souci, c'était de développer ce sport. Alors on a commencé dans une petite salle au Shape-Up Nubré à l'époque, et on a commencé avec des très jeunes, dont certains sont encore en activité avec nous. Et puis progressivement, eh bien, on a essayé ces jeunes ont progressé, on a essayé de, comment je pourrais dire, de faire, avoir d'autres athlètes. C'est compliqué parce que vous savez, c'est un sport qui n'est pas connu, il faut du matériel, il faut des salles, et au départ on n'avait pas tout ça, donc il a fallu beaucoup bagarrer, batailler. La chance qu'on a eue, c'est qu'au Krebs à l'époque il y avait une section de musculation, et les anciens dirigeants du Krebs étaient favorables à un développement justement de ce sport. C'est comme ça qu'on a commencé à installer du matériel au Krebs, et c'est ce qui nous a permis progressivement de développer cette discipline. Aujourd'hui, comme vous l'expliquez un peu, c'est ouvert à tout le monde. Comment ça se passe si moi, demain, j'ai envie de faire mon enfant faire de l'haltérophilie, est-ce que je peux me rapprocher de vous? Alors, le Krebs, c'est particulier parce que justement, on a réussi à mettre une convention, à monter un pôle d'haltérophilie. C'est-à-dire que quand on monte un pôle, c'est-à-dire il faut l'accord aussi de la fédération, l'accord du Krebs. En même temps, il y a les sports-études aussi sur le Krebs, donc on a réussi cela. Ça, c'est pour le pôle. Donc les gens du pôle sont prioritaires sur l'entraînement du Krebs. Et on avait une convention pour être centre permanent d'entraînement. C'est-à-dire pour les gens de l'extérieur, c'est-à-dire des licenciés. Alors ce qu'il faut faire, il faut prendre une licence avec un certificat médical, et on débute l'haltérophilie comme ça. Alors la chance aussi que l'on a dans notre sport, c'est qu'il y a un autre sport qui existe, qu'on appelle le CrossFit, et puis qui nous a permis aussi de trouver de nouveaux adhérents. Parce que dans le CrossFit, on pratique l'haltérophilie, mais dans les salles de CrossFit, ce ne sont pas des spécialistes d'haltérophilie. Donc certains qui veulent progresser dans ce sport se tournent vers nous, et ils prennent une licence également, ils viennent s'entraîner, donc on les aide aussi à progresser. Et tout ça, ça permet à faire évoluer l'haltérophilie, on va dire, en Guadeloupe et aux Antilles, parce que moi, mon travail en tant que cadre technique, c'était de développer en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, voire en Guyane. Alors, depuis, ça fait 12 ans que je suis en Guadeloupe, on a quand même réussi à avoir de nombreux champions. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on ne va pas dire qu'on est au sommet de notre art, mais on a déjà des athlètes de bon niveau. La difficulté que l'on a, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est qu'on est au sein d'un Krebs. Le Krebs est un établissement public et un peu privé, et c'est pas une association, c'est pas un club. Donc c'est compliqué pour pouvoir se développer en tant qu'association, comme on le voudrait, parce qu'on n'a pas de locaux. Et c'est ça le problème, c'est des locaux, du matériel et des moyens financiers, parce qu'aussi on est en Guadeloupe, on est en Outre-mer, et quand on est en Outre-mer et qu'on veut faire des compétitions importantes, faut se déplacer soit sur la Caraïbe, soit sur la métropole, et il faut les moyens, et ça coûte.
Juste à côté de vous, il y a ces fameux champions qui sont également présents sur le plateau. Honneur aux dames. Donc, Tessie, on va dire une progression fulgurante entre la découverte de l'activité et aujourd'hui. Est-ce que tu peux justement nous retracer un peu ton parcours? Alors, je suis tombée sur l'haltérophilie vraiment par hasard. C'est-à-dire que je voulais faire de la danse. Et mon coach, enfin la personne qui devait m'entraîner en danse, ne faisait plus de danse et faisait du crossfit. Et le crossfit, c'est un mélange d'haltérophilie, de gymnastique et d'endurance, de cardiovasculaire, excusez-moi. Donc en fait, de là, j'ai préféré l'haltérophilie et on m'a conduit au Krebs avec le coach Jean-Claude Colligno, qui est là. Et donc j'ai commencé l'haltérophilie et on va dire 5-6 mois plus tard, je suis partie au championnat de France parce que j'avais quand même un bon niveau. Et après, on continue à s'entraîner pour voir les résultats. Les résultats, oui. Donc le palmarès alors? Alors cette année, je suis championne de Guadeloupe, championne Antilles et championne de France. Et tu as quel âge? 16 ans. Voilà, il faut préciser, c'est important. Juste à côté, on a donc Gérard, c'est ça? Bernard, pardon, là, excuse-moi. Bernard, donc même question. Alors, donc on a vu effectivement dans le reportage que tu as commencé à 9 ans. Oui. Donc comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à l'haltérophilie? Alors pour moi, je suis arrivé par le biais d'un ami, donc qui m'a montré sur ce sport. Puis je me suis dit, étant jeune, je vais me faire des muscles pour après faire des filles. Donc j'ai commencé par ça. Puis au fil du temps, ça m'a plu. J'ai commencé à avoir des belles performances. Puis j'ai gagné 6 championnats de France. Dernièrement, j'étais au championnat d'Europe. J'ai fait 3 sélections en équipe de France. Et puis... là, je me suis donné à 19 ans. J'ai 19 ans. Et puis, je me suis donné un objectif à long terme, c'est d'aller au JO 2024. Donc, et comment, justement, vous qui êtes en Guadeloupe, vous avez la chance de pouvoir pratiquer votre sport et de vous épanouir dedans. Comment vous trouvez justement les conditions qui vous sont proposées pour pouvoir justement développer et pratiquer votre activité? Moi, j'ai commencé en club, déjà au Gosier, donc j'avais pas vraiment les conditions idéales. Puis le Krebs, comme m'a dit mon coach, a été ouvert. Donc j'ai été pris en sport-études, donc j'ai fait mes études là-bas, mon sport aussi. Les conditions au Krebs sont vraiment idéales. C'est, comme il a dit aussi, c'est le financement pour partir soit en métropole, soit ailleurs, qui est un peu plus compliqué. Parce que l'haltérophilie, c'est pas un sport en Guadeloupe très connu et où il y a beaucoup de préjugés en fait sur le fait de rester petit ou de ne pas grandir, alors que c'est totalement faux. Sinon, à part de ça, les locaux sont bien et le matériel, il manque certains petits matériels, mais sinon ça va. Aujourd'hui, tu penses avoir les moyens pour pouvoir atteindre ton objectif de 2024? Oui, franchement oui. À part juste les compétitions qui manqueraient, donc plus de compétitions et plus de financement pour partir. À côté, on a justement une mère, mais aussi une représentante de club du coup. Alors quand on a les deux casquettes, comment ça se passe? Est-ce que donc l'arrivée dans l'haltérophilie a été due à la fille? Comment ça s'est passé? Comme tu le dis, il est dû à la fille. Donc elle m'a embarqué dans son aventure. Et voilà quoi. Donc comme disait Jean-Claude Colligno, la situation est difficile au niveau financier. Puisqu'on voudrait que ces jeunes puissent performer à l'extérieur pour pouvoir évoluer. Et nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir les conduire à affronter des gens de la Caraïbe. Voilà. Donc on peut dire que c'est le moment de lancer aussi un bel appel et de se dire que voilà, c'est une discipline qui représente quand même des jeunes de talent, puisqu'ils sont quand même bien titrés et malgré les moyens, on va dire encore peu conséquents que vous avez. Est-ce que justement vous pensez que
c'est une discipline qui a de l'avenir et qui a sa place en Guadeloupe plus que les autres. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que l'haltérophilie, c'est un sport qui développe les qualités physiques essentielles qu'on a besoin dans tous les sports. C'est-à-dire qu'à partir de ces qualités physiques, on peut très bien faire la transversale sur d'autres disciplines. Donc, dans le cadre d'une préparation physique, par exemple, on pratique de l'haltérophilie. Parce que quand on pratique l'haltérophilie, ce qu'il faut savoir, c'est soulever des charges avec des techniques bien particulières qui allient la vitesse, qui allient la coordination, la souplesse, la force-vitesse, l'équilibre. Donc, toutes ces qualités physiques essentielles sont nécessaires dans notre sport spécifique, mais aussi dans d'autres disciplines. Et donc ça peut être un tremplin, parce que bien sûr on a des jeunes, on en forme, il y en a qui arrivent à aller à un certain niveau en fonction de leur capacité physique, en fonction aussi de leur travail, et puis on a d'autres qui vont rester qu'au niveau régional ou qui vont peut-être faire après autre chose. Tout le monde ne devient pas champion, mais déjà nous sur une douzaine d'années on a une belle brochette de champions. On a quand même eu une athlète qui a été formée au CREPS, qui à l'heure actuelle est sur l'INSEP à Paris et qui est aussi potentiel 2024 qui a été formée au CREPS. Donc on a la possibilité de pouvoir former les gens. Mais comme on le dit et on le répète, il faut pouvoir se confronter avec d'autres athlètes. Alors que quand on est en Guadeloupe, on est toujours entre nous. On est entre nous à l'entraînement, on est entre nous dans notre compétition régionale, et à un moment donné, on a besoin d'aller voir ailleurs. Vous voyez, ce week-end, on devait aller à la Barbade. Malheureusement, on n'a pas reçu nos financements et on ne peut pas se déplacer parce que pour aller à la Barbade, c'est pas très loin, mais pour avoir des conditions à la fois de déplacement et d'hébergement, il faut partir le jeudi, rentrer le mardi, donc c'est 5 jours. Donc vous vous rendez compte que 5 jours de déplacement avec 5-6 athlètes, c'est un coût de 4 000, 5 000 euros, rien que pour une petite compétition un week-end. Donc ça demande des moyens financiers. Et comme on est au sein du CREPS, on ne peut pas se développer en tant qu'association ou en tant que discipline. Alors on développe des athlètes parce qu'on a un pôle, on développe l'haltérophilie, mais on ne peut pas s'auto-financer parce qu'on est au sein du CREPS. C'est le problème. En tout cas, j'espère que vous allez être entendu. On espère, mais on espère toujours, parce que vous voyez, ça fait 12 ans qu'on est là, on continue, on a la foi, on aime ce que l'on fait, on sait qu'on forme des athlètes, on aide les jeunes à évoluer, et c'est le but dans tout sport, quel que soit le sport. Mais après, bon, on est quand même victime de l'insularité, malheureusement, et je crois que tous les sports sont touchés, il n'y a pas que le nôtre. Je crois qu'il y a beaucoup de sports qui demandent à avoir de la confrontation directe. Ouais, parce que quand on fait la différence entre le nombre de compétitions que nous avons ici en Guadeloupe et le nombre de compétitions qu'ils ont en France, on est très loin. Et malgré tout, on arrive tout de même à sortir des champions. Oui. Alors, ce qui laisse présager tout ce qu'on pourrait faire éventuellement s'il y avait vraiment des conditions. La chance que l'on a, c'est qu'on prend le temps de préparer nos athlètes. Alors qu'en métropole, ils sont pratiquement tous les week-ends en compétition. Donc la préparation, souvent, elle passe à côté, et souvent il y a plein de jeunes qui restent sur le côté. Parce que justement, tous ces jeunes sont en compétition, il y a une saturation. Alors que nous, c'est le contraire. Nous, on a peut-être une saturation de l'entraînement et on veut prouver en compétition ce que l'on peut faire. Vous voyez, c'est les parallèles. Dernière question à vous. Alors, justement, quelle charge la plus élevée vous avez soulevée et comment ça se passe? Puisqu'à l'haltérophilie, si je me trompe, il y a soit l'épaulé jeté. Donc, justement, pour vous? À l'haltérophilie, il y a 2 mouvements. Donc, le premier mouvement, c'est l'arraché et l'épaulé. Et puis, en fait, la barre la plus lourde soulevée à l'arraché et la barre la plus soulevée à l'épaulé, la somme est additionnée pour faire un total. Ce qui nous classe parmi tous les athlètes. Donc, pour moi, ma barre la plus lourde soulevée à l'arraché, c'est 117. Et ma barre la plus lourde soulevée à l'épaulé, c'est 148 kilos. Alors moi, ma barre la plus lourde soulevée à l'arraché, c'est 65. Et à l'épaulé, c'est 80.
Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu nous parler de cette belle discipline. En tout cas, vous êtes de beaux champions. Moi, je vous souhaite beaucoup de bien et beaucoup de courage aussi. Donc, poursuivez votre aventure et en espérant, bien sûr, que vous réussirez à participer aux Jeux de 2024. On retient le nom pour les prochaines séances. Voilà, on va passer tout de suite à cette autre discipline, bien sûr, qui concerne ce week-end sportif, puisqu'on va parler de VTT avec l'association VTT d'Or. Effectivement, bonsoir. Donc, c'est vrai que vous avez un événement important ce week-end. Très important. Alors, l'association VTT d'Or, c'est une association qui est située aux Abîmes, tout précisément à Beau-Soleil aux Abîmes. Alors, cette année 2019, c'est notre 4e édition. Alors, c'est la Ronde d'Or. La Ronde d'Or, c'est quoi? C'est une grande randonnée avec 4 kilométrages. Alors, nous avons le plus petit niveau kilométrage, c'est un parcours de 18 km. Le deuxième parcours, c'est un parcours de 32 km. Troisième parcours, 48 km. Et quatrième parcours, 58 km. À cela, nous avons rajouté dans notre Ronde d'Or, depuis quelques années, une marche. Alors, une marche, pourquoi une marche? Parce que très souvent, on a des parents qui emmènent leurs enfants à cette randonnée et qui restaient jusqu'à leur retour et parfois à s'ennuyer pour certains. Alors, donc, nous avons rajouté cette marche de 12 km. C'est une marche moyenne, on pourrait dire de premier niveau, de 12 km, donc qui partira à 7h30, pareil que la randonnée. Alors, les différents parcours, alors c'est vrai que tout le monde ne va pas partir au même instant, hein. Donc, il y aura le 58 km qui partira en premier et de 3 minutes en 3 minutes, on va libérer tout le monde. Alors le VTT, comme vous le savez, c'est la découverte. Nous ne sommes pas en compétition, c'est une randonnée. Donc qui s'étalera sur les intérieurs des abîmes, une partie de Morne-à-l'eau. Et pour le plus grand parcours, on touchera une partie de Petit Canal. Et ensuite pour entrer sur les abîmes. Vous allez très loin quand même, donc il faut quand même avoir déjà quand même pas mal de qualité. C'est pas vraiment réservé quand même au tout public. Il faut déjà quand même pratiquer un peu le VTT, et même le vélo. Oui, c'est en fait la randonnée ouverte à tout le monde. En particulier, on trouve beaucoup de VTTistes, en fait des cyclistes. Par exemple, on a des cyclistes de la route qui commencent pour certains leur préparation, donc commencent dans ces randonnées. Donc tous ces derniers temps, nous avons différents clubs qui organisent des randonnées, donc ils prennent plaisir de participer dans ces randonnées. Donc c'est vrai, pourquoi nous avons 4 circuits? On a effectivement le VTTiste du dimanche qui a décidé de prendre son vélo. Donc c'est pour ça que nous avons un parcours de 18 km et d'où c'est ouvert aussi aux enfants. Donc à partir de 8-10 ans, nous avons des écoles de vélo en Guadeloupe. Donc dans ces écoles, on a des jeunes, donc on leur donne, ils ont plusieurs circuits en fonction de leur capacité, état de forme également. Très bien, merci. Alors, il faut dire. La date. Alors, je vais rappeler. Alors, la date, c'est le dimanche 1er décembre. Et aussi, c'est dans le cadre de la fête municipale de la ville des Abîmes. Donc, nous avons nos partenaires, je peux les citer. Alors, notre premier partenaire, c'est la ville des Abîmes. Et ensuite, HD Vélo. Et l'association Ondrive. Donc, et ensuite, des partenaires à côté que nous faisons toujours appel pour nous permettre de réaliser cette manifestation qui, quand même, a un coût. Alors, nous invitons déjà, je vais faire vite, nous invitons tout le monde. Les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'à dimanche matin, parce que nous avons reçu des plaques un peu en retard, donc de ce fait, pour ne pas pénaliser nos VTTistes, et donc on a laissé l'inscription jusqu'à dimanche matin, 7h au plus tard.
Très bien, en tout cas. Et par contre, pensez à venir avec des vélos en condition. De bons vélos, vérifier la chaîne, hein, tout ça. Très bien, vous avez entendu, hein, vérifiez votre matériel avant de vous déplacer dimanche matin pour participer bien sûr à cette ronde d'or. La ronde d'or. Et juste pour finir, très important, nous misons beaucoup sur la sécurité. Donc nous demandons à tout un chacun d'avoir un bidon et un casque. Pas de casque, pas de départ. Très bien, là je crois que toutes les consignes ont été données. Si vous avez raté une information, là je n'y peux rien. Donc voilà, merci de m'avoir invité. On va passer tout de suite à notre dernier invité qui est arrivé. Il s'agit donc de Kenny Piproc. Kenny, bonsoir. Bonsoir. Donc on en a beaucoup parlé, c'est vrai, on a un peu suivi son aventure dans cette mini transat qui s'est achevée donc la semaine dernière. Exact. Donc finalement 14e, c'est ça ? Exact, 12e, la deuxième étape, oui. Et donc un peu déçu, c'est vrai qu'on l'avait vu puisqu'on avait pu avoir ton interview. Donc avec le recul, justement, est-ce que la déception est toujours aussi grande ou aujourd'hui tu arrives un petit peu à relativiser ? Oui, j'ai réussi à relativiser, j'ai refait ma course, j'ai regardé le parcours et les erreurs que j'ai faites et voilà, maintenant le regard est tourné vers d'autres horizons. Ça y est, j'ai fait mon deuil, on va dire. Très vite alors quand même, parce que... Bah oui, j'ai trouvé qu'en 2017, j'avais mis du temps à en retoucher terre, on va dire. Donc là, j'essaie d'être un peu plus réactif pour remonter d'autres projets et continuer à évoluer. Justement, d'autres projets pour toi, la suite, qu'est-ce qui va se passer? On rappelle quand même que tu es un jeune skipper qui a déjà quand même un palmarès assez important. Et justement, comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe pour la suite? Pour la suite. Voile, comment tu gères en fait en fait, je gère mes projets donc via une association donc qui s'appelle Caraïbes Course au large. Donc c'est avec cette association que je récolte notamment les sommes attribuées par les partenaires. Et j'ai aussi une petite équipe autour de moi composée bien entendu. On a beaucoup entendu parler de Luc Coquelin qui est mon mentor et de sa femme Chantal. Il y a aussi ma famille qui est autour de moi et qui me soutient beaucoup. Et depuis peu, on a agrandi un peu l'équipe avec le soutien du cluster Lilo Sport qui m'aide vraiment à gérer la partie recherche de partenaires, communication et tout ça. Donc voilà, ils sont arrivés vraiment au bon moment. Ça fait depuis quelques mois qu'on collabore ensemble et puis voilà, on s'est vu aujourd'hui justement pour parler de la suite et voilà, on aura bientôt de beaux projets à vous proposer. Et justement, beaux projets, on sait déjà qu'il y a une date importante, donc c'est la route du Rhum 2022, donc ça se prépare dès maintenant, comme je l'avais dit en 2017, c'est une course qui ne se prépare pas comme ça, ça fait un moment que je l'ai en ligne de mire. Après il y a aussi des objectifs intermédiaires comme la Transat Jacques Vabre en 2021 et tout un tas de courses du calendrier, soit classe 40 ou multi 50, voilà, ça dépendra du budget et de ce qu'on arrive à monter comme projet, mais voilà, j'ai déjà des choses en tête et j'espère démarrer dès l'année prochaine, en tout cas dès le deuxième tiers de l'année prochaine. Voilà. On va dire que tu passes pas beaucoup de temps en fait sur la terre ferme. Toi c'est la mer. Non, effectivement. ma mère a coutume de dire que quand je navigue pas, je suis désagréable, donc voilà, je navigue. Alors, est-ce que tu peux un peu justement nous retracer ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à la voile? Pourquoi justement en fait, j'ai découvert la voile par hasard. Mon père m'a inscrit à un club de voile, donc le CSBF. J'étais, je crois, en 3e, donc j'ai découvert la voile via un stage comme ça de voile et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc j'ai voulu intégrer l'équipe de compétition, donc j'y allais le week-end et ensuite j'ai voulu naviguer de plus en plus, c'est devenu un peu une drogue, on va dire. Et donc voilà, j'ai fait de la voile traditionnelle, j'ai fait de la voile moderne sur des voiliers et là où j'ai vraiment basculé dans la course au large, c'est quand je suis rentré à Guadeloupe Grand Large en 2014, fin 2014. Là, j'ai un peu tout lâché pour ça
Et je me suis dit que dès que je rentre dans cette formation, c'est pour aller jusqu'au bout. Et si je ne réussirais pas, je retournerai continuer mes études, parce que j'avais commencé une licence en biologie à Fouilleul. Et finalement, j'ai pu toucher du doigt la course au large. Et depuis, j'essaye de continuer et de pouvoir vivre de ma passion. Voilà. Justement, deux mini-transats. Aujourd'hui, quelle expérience ces deux courses ont pu t'apporter, en tout cas dans ton évolution, dans ta structuration de skipper, pour toi, qu'est-ce que tu en tires vraiment ? La première mini-transat, ce que j'en ai tiré, c'est beaucoup de... C'était ma première transat en solitaire, donc c'était une épreuve pour moi. C'était une transat où il y a eu une belle surprise à l'arrivée, donc j'étais amené 4e. En performance, la performance était là. Cette mini transat 2019 a été plutôt un long parcours de gestion de projet et comme j'étais l'ambassadeur d'un nouveau bateau, donc le Vector 650, donc j'avais la première unité. J'ai passé 2 ans avec mes partenaires, le chantier et tout le monde pour pouvoir fiabiliser, optimiser ce bateau. Donc c'est vrai qu'il y a eu un autre challenge aussi à part la performance. Et donc ça a été vraiment intéressant de faire tout ça, de voir le bateau évoluer et d'être tout simplement l'ambassadeur de ce bateau. Le chantier m'a fait confiance. On s'est rencontrés en Martinique avec l'architecte Étienne et il m'a tout de suite fait confiance et il m'a dit je sais que tu seras le skipper pour mon bateau et je te fais confiance et donc voilà, on a commencé à travailler. Malheureusement je n'ai pas eu les fonds nécessaires pour pouvoir mener un projet comme je le voulais, un projet gagnant en tout cas. Voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai fait du mieux que je pouvais et voilà, je me suis dit que je donnerais tout pour ne pas avoir de regrets à la fin. Donc certes, je suis déçu de mon résultat, mais sur l'eau, j'ai fait tout ce que j'ai pu en tout cas pour pouvoir être bien placé, quoi. Voilà. Aujourd'hui, en attendant les grands projets, quelle est la programmation de KVP Pro à court terme ? À très court terme, je repars en Martinique lundi parce que mon bateau prend le cargo. Donc tous les bateaux reprennent le cargo pour retourner en métropole. Donc il arrivera à La Rochelle, donc vers le 20 décembre. Et entre le 20 du 7 au 14, il y a le salon nautique. Donc voilà, je vais en Martinique lundi, je pars en métropole. Je pense fin de semaine prochaine pour le nautique, où j'ai des partenaires aussi qui m'attendent pour communiquer, et ensuite à La Rochelle pour récupérer mon bateau et le vendre. Voilà, me séparer de TIC Caraïbes et ensuite voilà, penser à la suite. Très bien, en tout cas un programme très chargé, vous avez bien entendu qui attend KVP Pro. Donc on va faire un petit tour avec nos invités avant de nous quitter. Donc pour vous, athlètes haltérophiles, quelles sont vos prochaines échéances, à part 2024 un peu plus proche. Donc prochaine échéance c'est le 14 je crois, à Pointe-à-Pitre, une compétition. C'est le 10e challenge d'haltérophilie, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ce serait amené à faire quelques petites barres pour, on va dire, se remettre par rapport à mes championnats d'Europe. Ici. Mais moi aussi, c'est le 14 décembre. Essayer de voir si je fais des barres, c'est vraiment pour voir. Et après, on a les qualifications pour les France. Voilà, vous avez vu, ils ont encore du boulot, ils ont de grandes échéances à venir. Monsieur Colino, on vous remercie, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Tout cas, au Krebs, en tout cas. On en a, il en faut, on continue. Hein, on espère en tout cas que ça donnera envie. Tous les sportifs sont courageux et croient en ce qu'ils font, alors donc c'est le principal, c'est le but. On espère en tout cas que ça donnera envie aux jeunes de pratiquer l'haltérophilie et bien sûr de se rapprocher de vous éventuellement pour pouvoir débuter dans cette pratique. Et on rappelle bien sûr
Alors, je vais juste présenter la Gronde d'or du 1er décembre et un numéro de téléphone si on veut nous joindre pour avoir plus d'informations, c'est le 06 90 59 11 25. Comme ça, on pourra orienter tout le monde. Et on rappelle que les inscriptions sont encore possibles jusqu'à dimanche matin. Et n'oubliez pas, casque et bidon. Pas de casque, pas de randonnée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'information. En tout cas, merci encore à vous d'être venus sur ce plateau. Et moi, je vous donne un rendez-vous dès lundi pour un nouveau numéro de Sport 10. Donc, d'ici là, portez-vous bien et bon week-end à vous. Merci. Merci.